Bienvenue dans Dimanche en politique. Merci de nous retrouver pour 26 minutes avec cette question. Pour commencer, comment ça va la gauche? Eh bien, pas terrible. La crise s'envenime de jour en jour entre les partenaires de la NUP, attisée par une actualité brûlante, socialiste, Verts, communistes, LFI au bord de la rupture. Alors certes, face au chaos du monde en ce moment, ces dissensions internes pourraient paraître décalées, sauf que ça ne sera pas sans conséquences pour la suite, et spécialement dans notre région historiquement à gauche. Alors, émission spéciale débat aujourd'hui. Quelle gauche pour demain? Diagnostic croisé avec nos deux invités. Bonjour Nathalie Oziol. Bonjour. Vous êtes la députée de la 2e circonscription de l'Hérault et vous avez été élue sous l'étiquette LFI NUP. Et puis on accueille également Pierre Jomain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la Fédération socialiste du Gard, qui compte environ 500 militants, et vous faites partie du courant Refondation, qui est donc le courant opposé à la NUP au sein du Parti socialiste. Alors avant de vous donner la parole, retour sur le psychodrame des derniers jours au sein de la NUP, cet accord né pour les législatives de 2022 et qui est en train de voler en éclats. Regardez. Depuis le 7 octobre, la gauche ne cesse de se déchirer. Dans une alliance, on se fait respecter. Voilà, les uns et les autres. La France insoumise refuse toujours de qualifier de terroristes les attaques du Hamas contre Israël. De quoi attirer les critiques, y compris des propres alliés de Jean-Luc Mélenchon, comme François Ruffin. Pas de pudeur de gazelle, on doit mettre des mots forts sur des actes horribles, sinon notre parole est discréditée. Voilà plusieurs jours que le leader insoumis enchaîne les prises de position polémiques, attaquant même parfois ses propres alliés. Pour les communistes, les écologistes et les socialistes, une ligne rouge a cette fois été franchie. La NUP est au bord de l'implosion. J'ai exprimé mon dégoût, mais je vais vous dire, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants. Vraiment, c'est encore une fois une manière de mettre un coup de canif dans le contrat qui nous unissait jusqu'à maintenant. Pourtant, depuis plusieurs semaines déjà, les points d'achoppement se multiplient. Europe, élections sénatoriales, comparaison de Fabien Roussel à un collaborationniste. De quoi interpeller les militants de gauche comme ces socialistes parisiens, sous le feu des critiques des électeurs. Et que faites-vous là? Vous vous êtes fait avoir, bien manipulé. Il est très intelligent, Mélenchon. Oui. Après les propos sur le Hamas, l'alliance de la gauche doit se faire sans les insoumis selon eux. Il y a eu du bon, ça a pu servir à un moment, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle n'est plus d'actualité. Le 17 octobre, le Parti socialiste a voté un moratoire et suspendu sa participation à la coalition de gauche. Un acte qui sonne comme une première scission au sein de la NUP. La NUP, est-ce le début de la fin? Ça va être la première partie de ce débat aujourd'hui. Nathalie Oziol, quand il y a un moratoire, c'est une pause. Est-ce que c'est comme dans un couple, on dit on va faire une pause, mais qu'en général, on ne se remet jamais ensemble? Eh bien, je ne suis pas sûre d'avoir exactement la réponse à cette question. Et pour cause, à la France Insoumise, nous avons adressé un courrier à la direction du Parti socialiste pour demander des clarifications sur la nature de ce moratoire et les conséquences ou les modalités d'application de ce moratoire. Pour le moment, ce qui se passe par exemple à l'Assemblée, c'est que le Parti socialiste ne vote plus, ne signe plus les motions de censure, mais certains députés socialistes les votent. Le Parti socialiste a enlevé, supprimé toute référence à la NUPES dans sa dénomination officielle, mais appelle à plus de rassemblement de la gauche pour gagner. Donc c'est le début de la fin pour vous ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, à la France Insoumise, je n'ai pas l'impression que nous avons faibli sur nos combats, sur nos luttes, que ce soit à l'Assemblée ou dans les mobilisations à l'extérieur. Et surtout, on attend des clarifications du Parti socialiste. On va peut-être en avoir tout de suite avec Pierre Jomain. Est-ce que c'est la fin de l'histoire selon vous? Et vous, vous dites, ouf, ça y est, enfin. Alors, juste une petite précision, parce que tout à l'heure, vous faisiez part du fait que j'appartiens à un courant du Parti socialiste qui était, dans vos mots, opposé à la NUPES. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on considère que cet accord de l'année dernière était un accord de circonstance, mais qui ne doit pas vivre tout le temps et partout. Mais pour l'instant, il existait encore à l'Assemblée. Effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est où? C'est fini, c'est la rupture? Depuis, c'est quand même passé toute une période où on a quand même subi des attaques assez franches, notamment de Jean-Luc Mélenchon, et que du coup a nécessité que le Parti socialiste s'exprime assez clairement sur le fait que la coupe était pleine. Cette étape est passée. C'est ce que vous dites, vous aussi. Oui, cette étape est passée. Désormais, il faut reconstruire l'union de la gauche. Il faut se remettre sérieusement au travail parce que nous ne sommes pas opposés à l'union de la gauche. Parce que trop souvent, des amalgames sont faits. C'est-à-dire que
Avec en LFI étant critique ou pas à la NUPES, nous serions opposés à l'Union de la gauche. C'est faux. Nous sommes profondément attachés à l'Union de la gauche. Il faut la reconstruire, avec sûrement un centre de gravité un peu différent, et en cessant de s'attaquer les uns les autres. Oui, mais là, est-ce que vous continuez à travailler avec LFI ou pas? Alors, Madame l'a dit, elle siège à l'Assemblée, ce n'est pas mon cas, mais effectivement, le groupe socialiste à l'Assemblée a pris ses distances avec l'intergroupe, a changé son nom, et nous sommes la seule formation de cette union-là qui ait fait un pas aussi significatif sur le fait de mettre les pendules à l'heure. Maintenant, il faut travailler et il faut rebâtir une vraie union de la gauche sur des principes un peu différents. Donc, a priori, c'est clair, Nathalie Oziols, ce qui a mis le feu aux poudres, hein, on l'a entendu, ce sont les tweets de Jean-Luc Mélenchon et consorts. Est-ce que vous les assumez, vous, ces positions concernant notamment le Hamas, le fait de ne pas prononcer le mot terroriste? Est-ce que vous aussi, vous les assumez? Nous n'avons pas eu de difficulté à dire que le Hamas est un mouvement qui commet des crimes de guerre, tout comme le gouvernement israélien, en ce moment même, commet des crimes de guerre. Et vous n'avez pas prononcé le mot terroriste. Je n'ai pas de difficulté à dire que le Hamas commet des actes de terreur, commet des actes terroristes. Vous jouez sur les mots, Nathalie. Non, ce qui compte dans ce débat-là, c'est comment on qualifie dans le droit et comment le droit international le qualifie pour que ça puisse être jugé, notamment par la Cour pénale internationale. Donc moi, j'attends de savoir qu'est-ce qui fait débat dans le fait qu'on s'en remet au droit international pour pouvoir punir ce qu'a commis le Hamas. Mais pour revenir sur ces mots-là qui sont importants, on l'a bien entendu du côté de vos partenaires, par exemple Michel Salah, qui est député de la 5e circonscription du Gard, qui siège à vos côtés, lui dit « Je n'ai aucun problème à dire que le Hamas est terroriste », on l'a vu cette semaine dans la presse. Est-ce que vous dites la même chose ou ça vous pose un problème? Est-ce que le fait que Jean-Luc Mélenchon ne l'ait pas dit, est-ce que c'est une faute politique ou une stratégie? Ce que je refuse, c'est de dire qu'il y aurait un camp du bien et un camp du mal quand l'armée israélienne elle-même commet des crimes de guerre. Personne ne trouve acceptable et supportable ce qui est en train de se passer à Gaza. Et pour cela, il faut récuser, mettre à distance une logique qui serait celle d'autoriser la spirale de la violence parce qu'Israël aurait un droit à la vengeance. Ce qui se passe à Gaza, je le redis, est insupportable. Les populations, les civils n'ont pas à subir la vengeance de l'État d'Israël. Pour autant, je pense et je trouve que cette séquence servant de prétexte pour prendre ses distances, pour remettre en question la NUPES de manière assez politicienne, n'est pas acceptable. Et j'attends de savoir ce qui, dans le programme de la NUPES, poserait question. Et nous avons posé cette question dans notre courrier. Qu'est-ce qui, dans un programme de 650 mesures qui a permis l'élection de 150 députés, ne convient pas, serait à rediscuter? Qu'est-ce qui fait qu'entre juin 2022 et maintenant, les termes ne sont plus les mêmes? Prétexte ou pas? Non, mais je vous écoutais avec attention et je préférais les mots de Raquel Garrido. Enfin, je l'ai écouté ce week-end avec attention. Parce qu'il y a débat, malgré tout, aussi chez vous, sur cette question du mot terrorisme et de l'emploi du mot terrorisme. Donc j'avoue que j'ai préféré ces mots-là. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est convoquée la semaine prochaine pour rendre compte de cette position-là. Mais c'est pas le fond de votre question. Prétexte ou pas? Non, parce que, d'abord, souvenons-nous, cet accord a mis de côté pas mal de sujets. Et notamment les sujets qui sont d'actualité aujourd'hui, les sujets de politique internationale, qu'on n'a pas trop évoqués à cette époque-là, sachant que si on devait s'attaquer à ces sujets-là, l'accord aurait été rendu difficile. Il y a tout un pan du programme sur l'Europe, par exemple. Sauf que nos positions depuis sur l'Ukraine ont été déjà très différentes. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine avait déjà eu lieu au moment où. Oui, mais nos positions étaient déjà très différentes quant à la relation. Mais n'a pas empêché, du coup, qu'on se mette. Mais quand on regarde porté sur la Russie, quand on regarde porté sur Vladimir Poutine, on avait des positions quand même très différentes. Et là, avec le conflit en Israël et en Palestine, effectivement, les choses sont encore plus criantes. Parce que je pense que c'est une nouvelle chose que de renvoyer dos à dos les uns et les autres. Non, on ne renvoie pas dos à dos. Le Hamas est un mouvement terroriste qui a commis des horreurs. Qu'est-ce qui, dans le fait de demander la paix et le cessez-le-feu, pose problème? Ça n'empêche pas, dans le même instant, de considérer que si demain l'armée israélienne attaque Gaza, ça sera un drame. Et c'est déjà un drame humanitaire. Oui. Alors, non, mais on va revenir à notre et je ne crois, non, mais simplement pour répondre au fond de la question, non, ce n'est pas un prétexte. C'est-à-dire que de considérer que nous aurions attendu au coin du bois le bon moment pour essayer de casser cet accord et que là on avait une opportunité, non. Là, le sujet sur le terrorisme, on est véritablement dans le débat des valeurs et on n'est pas dans un débat de circonstances de savoir si c'était le bon moment de casser l'accord. Et à question posée à la France insoumise, réponse a été donnée par la direction, j'entends, qui est foncièrement pas satisfaisante au titre des valeurs qui sont les nôtres et au titre des valeurs que la gauche doit partager.
Et Pierre Jomain a raison de souligner, hein, ça crée des débats aussi en interne. Est-ce que vous confirmez ces paroles que Le Monde rapporte cette semaine vous concernant, Nathalie Osiol, hein, envers justement ce que vous appelez un peu les frondeurs, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui n'ont pas tout à fait la même position que vous? Est-ce que vous leur avez dit « cassez-vous » J'ai fait un tweet pour m'exprimer là-dessus. Ce tweet, c'est le message que j'ai envoyé à la journaliste du Monde, dont les méthodes sont absolument déplorables. C'est-à-dire que maintenant, des ragots, des bruits de couloir suffisent pour faire des articles entiers, mais que ce qui compte à la fin, c'est évidemment toujours de taper sur la France insoumise. Je n'accepte pas ces méthodes. J'ai dit que cette journaliste qui a écrit un article ne m'avait jamais interviewée. Elle me cite nommément pour me prêter des paroles dont à aucun moment elle n'a vérifié si elles étaient vraies. Et en l'occurrence, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Cette journaliste m'a répondu qu'elle m'avait envoyé un mail et que je n'avais pas répondu. Elle m'a posé la question, avez-vous consulté ce mail ? On ne va pas s'arrêter sur les Oui, mais sur c'est ces important méthodes-là. Parce que donc vous nous dites que vous n'avez pas qui prononcé permettent ces mots-là. d'appuyer et d'enfoncer des coins, soi-disant sur des divisions à la France insoumise, reposent sur des méthodes déplorables que je dénonce et absolument fumeuses. Je n'ai jamais prononcé ces mots. Et en fait, j'ai envie de dire, est-ce la question à partir du moment où une journaliste qui est soumise à un code de déontologie invente des articles? Bon. Juste, Nathalie Osiol, en une minute, et Pierre Jomain également, la question c'est effectivement les réactions dans votre parti, mais aussi sur le terrain. Vous croisez tous les jours des militants. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à la situation actuelle? Peut-être Pierre Jomain, et ensuite vous. Alors, je croise des militants, mais on croise aussi des gens qui ne sont pas militants. Et dans la situation à laquelle on est aujourd'hui en France, avec une grande partie de la population qui souffre quand même énormément, avec des familles qui font plus que 2 repas par jour, ça va, en sachant s'ils feront un 3e bientôt, ils considèrent finalement qu'il y a un grand décalage entre ce déballage-là et ce qui fait priorité pour eux. Et ils ont envie de savoir si la gauche sera au rendez-vous demain pour accéder au pouvoir. Nous, on considère que l'attelage d'aujourd'hui ne le permet pas et qu'il faut élargir l'attelage pour avoir une gauche majoritaire. C'est assez simple. Et sur le terrain, les gens vérifient auprès de nous si on sera à la hauteur de ce rendez-vous. C'est ça la question qu'ils nous posent. Nathalie Osiol, pareil? Les gens, ils sont très en colère. Ils sont très en colère parce qu'on leur a volé 2 ans de vie, que leur âge de départ à la retraite va être à 64 ans, que nous nous étions engagés à la NUPES à continuer à porter la retraite à 60 ans. Et d'ailleurs, nous, à la France Insoumise, nous ne renonçons pas à ce combat-là. Le Parti Socialiste, je sais, discute là-dessus, parce que certains veulent porter la retraite à 62 ans. Nous n'abandonnons pas le combat de la retraite à 60 ans et nous avons souhaité déposer une proposition de loi dans ce sens. Donc des militants plutôt déçus par ce qui se passe en ce moment au sein de la gauche. Eh bien, écoutez, un sondage paru récemment pour Le Point donne Jean-Luc Mélenchon largement en tête de la gauche, malgré les campagnes de dénigrement, malgré les calomnies, malgré tous les mensonges qui ont été dits à notre égard, y compris sur ce qu'on aurait dit ou des procès d'intention qui auraient été faits sur nos positions par rapport à la guerre en Israël et en Palestine. Allez, on ne va pas repartir là-dessus. Un sondage qui porte Jean-Luc Mélenchon toujours largement en tête de la gauche. Donc on le voit en ce moment à l'image. Voilà, exactement. Et donc, à 17,5%, cela confirme que la stratégie d'une gauche de rupture avec ce qui est porté par le gouvernement d'Emmanuel Macron, le néolibéralisme, est toujours ce qui récolte le plus d'adhésion et confirme que nous sommes sur la bonne ligne politique. La question est de savoir ensuite, ensemble, ou pas, et on va continuer à en parler. Si vous voulez bien, on va maintenant resserrer un petit peu le prisme sur l'Occitanie, puisque vous le savez, la situation est un petit peu particulière dans notre région, avec un PS majoritairement anti-NUP. Les réactions ici, ce qui se passe, a fait à la fois des heureux et des malheureux. Regardez. L'idéologie de Jean-Luc Mélenchon n'est pas la nôtre. Ses positions ne sont pas les nôtres. Dans un communiqué, la présidente socialiste d'Occitanie, Carole Delga, réitère sa volonté d'une union de la gauche sans la France insoumise. Pour LFI, les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le Hamas ne justifient pas cette rupture annoncée. Oh, c'est un prétexte. Madame Delga a toujours tenu la ligne visant à évincer LFI d'absolument tous les accords électoraux et toutes les mobilisations collectives. Elle profite de l'occasion pour réitérer ses fondamentaux, c'est-à-dire l'union de la gauche, mais sans ceux qui sont à gauche. Lors du Conseil national du Parti socialiste, Olivier Faure annonçait un moratoire. Les travaux collectifs de la NUPES sont donc suspendus. Je cherche quoi? Je cherche non pas moins d'union, je cherche au contraire plus d'union. Je veux faire en sorte que nous puissions avancer d'un même pas, mais je veux un autre fonctionnement. Je veux que nous puissions avoir un fonctionnement plus démocratique. Le président socialiste de la Haute-Garonne, qui a toujours soutenu la NUPES, précise qu'il faut maintenant repenser l'union de la gauche.
Quelle est l'unité de la gauche qu'il faut, souhaitable, sur quelle base, sur quelle valeur, pour quel programme commun, parce que la perspective est quand même d'unifier la gauche et les écologistes pour avoir une alternative en 2027 avec une candidature unique de la gauche. Pourtant, dans un communiqué, les écologistes annoncent qu'ils ne participeront pas à une union de la gauche sans l'un des 4 groupes qui forment la NUPES. C'est sur la base de ce contrat que nous sommes présentés devant les électeurs. Nous ne comptons pas ne pas respecter notre engagement et nous dédier et nous renier vis-à-vis de nos électeurs et nos électrices. Pour les écologistes, il est urgent de réunir les 151 députés de la NUPES pour discuter de ces divergences en interne. Quelle gauche demain en Occitanie? On en débat aujourd'hui dans Dimanche en politique avec Nathalie Oziol, députée LFI NUP, et Pierre Jaumin, le patron de la fédération du PS du Gard. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui au sein de la NUP, cette dissension entre le PS et la LFI, qu'on connaît ici déjà dans la région, puisqu'on a un PS majoritairement pas très favorable à cet accord, est-ce que finalement ça va devenir, notre situation ici en Occitanie va devenir ce qui va se passer partout en France, Pierre Jaumin? Peut-être. Je n'ai pas de boule de cristal. À savoir cette ambiance un peu délétère, un couteau tiré quand même entre vos deux partis. Délétère, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Vous faisiez allusion dans le reportage à Carole Delga qui a clairement dit les choses et se tient à sa ligne. Je ne crois pas que ça, quand on affirme des convictions et qu'on se tient à sa ligne, que ça soit un sentiment délétère. Oui, mais on est quand même dans une gauche irréconciliable, là. Tout à l'heure, on parlait de sondage, et il y a un sondage, moi, qui m'a fait très mal, et qui est le sondage qui explique que quand on quitte les zones urbaines et qu'on va dans les zones rurales, vous avez une circo plutôt urbaine, je crois, Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. Je ne suis pas content de ce sondage, il me fait mal. Ça veut dire malgré tout que moi, dans le Gard en particulier, quand je suis dans les zones rurales, quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, on parle de quelqu'un qui est un repoussoir à une union de la gauche. C'est peut-être pas la même chose dans les zones urbaines, et sûrement en région parisienne. Mais dans la réalité, c'est effectivement ce qu'on entend. Mais la France Insoumise, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi non, mais des députés qui travaillent à l'Assemblée. Madame Oziol l'a dit, puisque quand on renvoie au poids politique de la LFI, vous renvoyez à des simulations sur le fait que Jean-Luc Mélenchon serait le meilleur candidat au présidentiel. Donc arrêtons. On parle bien de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et je ne crois pas cette histoire d'imaginer qu'il se remettrait en retrait et qu'il ne serait pas le candidat. Il pourrait, Nathalie Oziol? Est-ce qu'il pourrait, honnêtement? Il faut lui poser la question. Il avait dit qu'il s'arrêterait. Vous, votre avis là-dessus, est-ce que ça serait une bonne chose pour apaiser les choses? Je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que si demain, imaginons, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il est clair que la campagne à porter serait celle de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, puisque c'était ça le contrat au moment où nous avons signé l'accord. Ça mériterait un nouveau débat. Il ne vous aura pas échappé par ailleurs qu'il y a des députés ruraux et à la France Insoumise et dans la NUPES. Bien sûr. Michel Salah dans le Gard, Sébastien Rome dans l'Hérault, François Ruffin, etc. Mais est-ce que vous arrivez à travailler ensemble, justement, vu la configuration dans la région où on a bien senti qu'un camp ne supportait pas l'autre? Alors, moi, je parle du Gard. Chez vous, par exemple. C'est le département que je connais le mieux. D'ailleurs, je me suis exprimé assez clairement dans la presse à ce sujet. Moi, j'essaye d'être le plus clair possible, mais le plus nuancé possible aussi. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, on continue à se parler. On fait des manifestations, on fait des rencontres, on se parle. Et on continue à se parler, je le disais déjà tout à l'heure, parce que la France Insoumise n'est pas aussi monolithique que certains veulent bien l'exprimer. Et moi, j'ai des militants de la France Insoumise, je ne les citerai pas, qui effectivement ne sont pas toujours en accord avec la direction, ne sont pas toujours en accord avec ce qui s'est passé dernièrement sur le Hamas et sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et avec eux, nous discutons tout le temps. Le dialogue n'est pas rompu. Discuter, mais c'est une chose, mais est-ce que vous arrivez à travailler ensemble? Oui, on fera des choses. Eux sont plus proches, à mon avis, d'un chemin de clarification par rapport à leurs convictions. Donc le dialogue n'est pas rompu. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que vous allez devenir un peu des parias aujourd'hui?
Déjà, j'ai envie de dire, bon, en Occitanie, rien de nouveau sous le soleil. Déjà, pendant la campagne législative, Madame Delga, Monsieur Delafosse ont soutenu des candidatures dissidentes absolument partout. Le résultat, c'est quand même le fait que 15 députés du Rassemblement national non, ça, c'est une légende. Ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. C'est pas une légende. Ça, c'est une légende de considérer que Carole Delga a fait élire des députés d'extrême droite. Ce n'est pas vrai. En faisant mais un jour, on prendra les au second tour, on fera les comptes ensemble. C'est une légende urbaine. Pyrénées-Orientales, par exemple. Ce mensonge, il est trop grave pour le laisser perdurer. Ce n'est pas vrai. Ça empêche l'accès au second tour de candidature de la NUPES. Carole Delga a même fait des campagnes second tour et des candidats à la France Insoumise. Pardon? Carole Delga, dans l'Aude en particulier. D'accord. Ce n'est pas ce qu'elle a mis en avant. Non, mais ce mensonge, c'est vraiment trop grave. Depuis le début, des candidatures dissidentes, vous niez qu'il y a eu des candidatures dissidentes? Il y en a eu. Mais de considérer que Carole Delga a fait élire des députés d'extrême droite est un mensonge. J'ai dit 15 députés du Rassemblement national ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Ah, vous ne faites pas un lien avec l'action de Carole Delga. Tant mieux. J'ai dit que les candidatures dissidentes ont empêché l'accession au second tour d'un grand nombre de députés de la NUPES. Oui, si les voix de gauche avaient été ensemble, est-ce que vous auriez pu avoir plus de représentants de gauche? Qui sait? Ça n'a pas été le cas. Mais moi, je combats cette idée de considérer que le travail de Carole Delga a fait émerger l'extrême droite. On ne peut pas dire d'un côté, il faut plus d'union de la gauche et d'un autre, faire des campagnes dissidentes absolument partout. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, il y a des divisions en interne dans le Parti socialiste. Il y a des gens qui, depuis le début... Il y a des gens qui, depuis le début, Carole Delga, Maya Rossignol, Hidalgo, n'ont jamais souhaité que l'alliance de la NUPES puisse être mise en œuvre. On ne va pas changer une ligne politique, un programme qui a fait élire 151 députés pour permettre au Parti socialiste peut-être un jour de régler ses querelles internes. C'est hors de question. Ce programme, il a été quand même un accord solide. Sur lequel le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste se sont mis d'accord, Génération S également. Mais peut-être qu'il va falloir passer à autre chose aujourd'hui. En tout cas, vos partenaires n'ont pas envie de continuer comme ça. Mais je n'entends toujours pas concrètement quoi, en fait. Mais simplement, on n'a pas le même regard sur ce qui s'est passé. Certes, un nombre de députés aurait été élus, dont vous. Mais est-ce que ça a été un succès? Si ça avait été un succès, nous serions au pouvoir. Et nous savons aujourd'hui que cet attelage-là, que cet équilibre-là, avec ce centre de gravité-là, issu du rapport de force et présidentiel essentiellement, nous plafonne à 30%. Si on veut changer la vie... Donc vous voulez le mettre où, ce centre de gravité, aujourd'hui, Pierre Jomain? L'union de la gauche qu'il faut bâtir, il y a aujourd'hui des formations qui n'étaient pas signataires de l'accord NUPES, qu'on doit faire rentrer dans l'union de la gauche, je pense au PRG en particulier, mais à d'autres petites formations qui n'ont pas pu rentrer dans cet accord-là. Parce que si on n'élargit pas cet accord avec un centre de gravité différent, nous ne serons pas majoritaires et l'extrême droite sera aux portes du pouvoir. D'accord, donc vous faites rentrer des nouveaux, mais vous excluez LFI? Moi, j'exclus personne. Non, mais avec ou sans LFI? La question est toute simple. Ça serait... Par exemple, mais votre avis, la question, elle dit qu'elle n'en veut pas. Voilà, votre avis à vous, Pierre Jomain. La question qui est posée, c'est à Pierre Jomain. Oui, voilà, Pierre Jomain. Moi, je considère qu'il y a eu un vote en faveur de la France insoumise qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Il y a un électorat qui s'est reconnu dans le vote LFI. Il faut en tenir compte. Donc plutôt avec. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, Carole Delga, vous en parliez justement, elle se positionne clairement pour la présidentielle dans quelques temps, avec effectivement un nouveau centre de gravité. On va l'écouter, c'était lors des rencontres qu'elle a organisées, les rencontres de la gauche à Bram. Car si personne n'en parle, tout le monde y pense, les présidentielles de 2027 approchent. La façon dont elle dirige la région, elle peut occuper un poste au plus haut niveau de l'État. Ce qu'elle fait en Occitanie est déjà très bien. Après voilà, chaque chose en son temps. Je pense que voilà, il faut pas sauter les étapes non plus et y aller petit à petit. Ouais. Un pas après l'autre, mais un pied en Occitanie et l'autre déjà à Paris. 2027 passera par l'Occitanie, forcément. Oui, tout à fait. C'est évident, puisque l'Occitanie, c'est quand même 6 millions d'habitants. C'est une petite France. Elle concentre tous les atouts et toutes les difficultés de la France, puis cette France qui se sent loin. Cette France qui se sent loin, est-ce que le leadership, l'idée, c'est de reprendre le leadership côté PS et peut-être emmené par Carole Delga? L'objectif, c'est de créer les conditions politiques pour effectivement qu'on soit majoritaire. On ne veut pas peser pour le plaisir de peser. Et on n'est pas dans une culture de l'hégémonie. Parce que j'entends aussi ça, le PS serait nostalgique d'une période où il était hégémonique. Ce n'est pas du tout le cas. Donc créer les conditions politiques pour peser, créer les conditions politiques pour changer la vie des gens et gagner. C'est ça la vraie équation. Et après, l'incarnation, si c'est Carole Delga, tant mieux. Mais après, il faut créer une incarnation la plus large possible. Mais ce n'est pas récupérer le leadership, vraiment? C'est créer les conditions politiques pour qu'on puisse gagner.
Et moi, je pense effectivement que le Parti socialiste peut jouer un rôle pivot dans cette union de la gauche. Mais l'objectif n'est pas de faire plaisir à l'appareil socialiste. L'objectif, c'est effectivement de proposer aux Français une alternative de gauche qui peut être majoritaire. Le PS, rôle pivot, j'imagine que ça ne vous satisfait pas du tout, Nathalie Osiol, et on arrive vers la sur fin de Carole l'émission. Delga en particulier, moi la semaine dernière, le week-end dernier, je manifestais avec 10 000 personnes contre la 69. Et je crois que ça a été un vrai désaveu pour Carole Delga et pour le gouvernement macroniste qui s'obstine à vouloir construire un projet qui date d'il y a 30 ans, contre l'avis de 61% des habitants du Tarn de la Haute-Garonne, contre l'avis de 1500 scientifiques, contre l'avis de plus de 300 élus. Donc cela, si vous voulez, participe aussi à désavouer ces gauches d'accompagnement, de compromis, qui ne correspondent pas, qui ne répondent pas aux urgences sociales, écologiques du moment. La force de l'insoumission, c'est d'avoir su rassembler des gens de divers horizons, avec des parcours différents. C'est comme ça qu'on est parvenu à 22% à l'élection présidentielle. Quand les gens en sont à faire grève, à bloquer leur lieu de travail, si vous voulez, notre devoir, notre responsabilité, c'est de les soutenir et nous continuerons à faire ça. Allez, 20 secondes pour vous, Pierre Jomain, pour conclure. Prendre un exemple, pour disqualifier la politique générale de la région, c'est un peu dommage. La rentrée scolaire la moins chère de pas France, des moindres, quand même. Le train... 69 en ce moment. On repart pas en débat. Juste un mot de conclusion, Pierre Jomain. La conclusion, c'est simplement de dire, Madame Osiol, vous êtes une opposante. Aujourd'hui, vous ne gérez pas de collectivité. Vous n'êtes pas soumis au quotidien à des choix pour faire des politiques publiques. Ça se sent. Je pense que pour le point de vue, la région et le département prennent leurs responsabilités. Je parle département du Gard. Et gère les choses intelligemment. Allez, on en termine là aujourd'hui pour ce débat. Quelle gauche demain? Merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir regardés. Bonne journée.